Bonjour à tous et à toutes, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai envie de refaire des vidéos sur ma chaîne Motus Causius, une chaîne qui se consacre à la thématique de la violence dans ses paramètres et dans, on va dire, un petit peu tous ses tiroirs. Voilà, pour avoir une réflexion sur ces sujets-là, puisque nous sommes tous à un moment donné de notre vie dans des situations de violence, en fait, qu'elles soient éducatives, qu'elles soient au travail, que ce soit dans la famille intrafamiliale, que ce soit dans le couple, que ce soit sexuel, physique, psychologique ou verbal. Et donc, en fait, l'essentiel de ces vidéos ont pour but d'essayer d'avoir une réflexion pour améliorer notre santé mentale personnelle et la santé mentale de notre société. Donc n'hésitez pas à liker, vous savez que c'est important pour que les chaînes elles aient plus de visibilité et à commenter également. Je voulais vous dire que cette vidéo, elle est faite un petit peu comme ça, à la volée, qu'il s'agit de réflexions personnelles voilà, qui émergent après avoir beaucoup lu, regardé, étudié et aussi en tant que thérapeute reçu des patients dans mon cabinet à Nice. Et au fur et à mesure voilà, de ces évolutions, il y a des choses que j'entends beaucoup, que je peux lire ou quoi, sur lesquelles j'ai mené une réflexion qui n'est pas forcément consensuelle. Donc c'est de ça dont je voudrais vous parler dans cette vidéo, et plus particulièrement la thématique des victimes. Donc là, c'est vraiment le titre, the title, les victimes ou la victimisation, ou le discours anti-victimaire. Voilà, tac, 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 sous-titre. Donc pour commencer, euh, il y a deux choses que j'observe. Il y a la société qui n'a pas envie d'entendre les victimes, comme les lanceurs d'alerte d'ailleurs, qui c'est souvent un peu d'ailleurs les mêmes choses. Parce que la victime qui se met à parler, c'est un peu comme un lanceur d'alerte en quelque sorte, hein. Et donc la société qui rejette un petit peu ça, comment, et je vais vous expliquer comment ça se passe, le rejet ou la non-compréhension ou la façon de mettre sous le tapis. Et il y a les victimes elles-mêmes qui n'ont absolument aucune envie du coup d'être lucides. Donc de reconnaître, de se reconnaître et d'oser dire je suis victime. Parce que dire je suis victime de telle personne ou je suis victime enfin, oui, de cette situation qui vient de cette personne, etc. Ben, c'est pas valorisant, c'est mal perçu. Vu que les victimes sont maltraitées par la société, ben, elles n'ont pas envie inconsciemment d'avoir cette étiquette. Et en plus, ces étiquettes, c'est compliqué parce que ça nous colle à la peau des fois. Donc, elles vont avoir des discours favorables à l'agresseur ou des comportements qui sont des comportements qui sont favorables à l'agresseur. Et souvent, l'entourage d'ailleurs des victimes n'est pas très soutenant, particulièrement en cas de violence sexuelle intrafamiliale, où en général, il n'y a pas de soutien. Il y a un rejet, un déni, ça n'est pas vrai, ça n'est pas possible, je ne veux pas entendre, je ne veux pas voir, je ne veux pas savoir, je ne veux pas connaître, je veux pouvoir continuer ma vie tranquille, pépère. Tant pis pour toi, vas-y, débrouille-toi avec ta merde. Voilà, voilà, c'est un petit résumé. Donc, je précise bien que cette vidéo, elle est issue de mes réflexions personnelles, c'est subjectif, et donc du coup, ça ne vaut pas pour une vérité ou quoi que ce soit scientifique ou machin chose. Et d'ailleurs, je vous invite fortement à ne pas hésiter à écrire votre propre perception des choses. Est-ce que vous avez été une victime dans le déni? Est-ce que vous avez été au contraire une victime qui a voulu, euh, qui a voulu mettre les mots, mais qu'on vous a silencié? Est-ce que enfin, vous, votre parcours en fait, c'est toujours très intéressant. Et ici, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, c'est très intéressant. Moi, je trouve que c'est plus on est dans l'altérité, plus on peut évoluer ensemble. Et d'ailleurs, il n'y a pas une seule vérité. Dans certains cas, ça peut être une chose ou dans un autre cas, autre chose. Donc, je vais peut-être commencer par d'abord la victime elle-même qui ne veut pas être la victime, qui dit ah, va des rétros, satananas, je ne veux pas, voilà, c'est ma faute en partie, je suis aussi responsable, ce sont mes failles, c'est ma personnalité, c'est à cause de moi, ou oh le pauvre, il a des.
En fait, tout ce qu'il a fait, c'est normal. Il a eu une enfance tellement difficile, donc on va trouver des excuses, des raisons pour, en quelque sorte, adoucir les choses, qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que c'est vrai aussi, hein, c'est vrai aussi que ne devient pas comme ça un agresseur, euh, à moins d'être vraiment sadique et d'aimer le mal dès le début de notre vie. Mais je pense pas, je pense que ce sont des choses qui se construisent très vite, par contre, je pense. Ça arrive très vite dans l'enfance. C'est ce que je pense, mais voilà, c'est personnel. Donc ces victimes-là vont aussi parfois justifier de certaines choses parce que, par exemple, je pense à quelqu'un qui est en couple avec quelqu'un qui est africain et puis il y a des violences physiques. Bon, bah, c'est dans la culture. Voilà, on va justifier parce que dans sa culture, dans son pays, c'est normal, etc., etc. Ou alors, ça va être s'il y a de l'emprise, s'il y a de la peur, donc je parle des violences dans le cadre du couple, euh, voilà, essentiellement. Eh bien, s'il y a aussi, on va minimiser. Et on va toujours comparer aux choses, aux pires choses. Je me souviens d'une femme comme ça qui disait, oui, non, mais bon, ça va, il m'a pas tabassé, ça va, il m'a juste giflé. Et voilà quoi. Mais c'est déjà de la violence, c'est-à-dire qu'en fait, pour ne pas, en fait, ça va être toujours de penser à l'autre qui a vécu tellement pire que nous, c'est rien, hein, c'est bon, circuler, il n'y a rien à voir. Relativiser de cette façon-là, c'est aussi une façon d'adoucir les choses. Alors, c'est pas faux, effectivement. Effectivement, dans le cadre des violences conjugales, s'il y en a une, par exemple, qui a été menacée avec une arme, que son mari lui a, je sais pas, moi, devant les enfants, ou qui a jeté de l'acide sur son visage, etc., c'est sûr que c'est abominable comparé à la gifle ou le coup de pied dans les fesses ou simplement le fait de toujours engueuler sa femme comme si c'était un gosse à- à- pour être dans la domination. Donc voilà, tout ça. Puis être lucide, c'est très douloureux. Alors ça, c'est quelque chose qui est super intéressant. C'est intéressant pourquoi? Parce que lucidité, étymologiquement, il y a Lucie dedans, c'est la lumière. Et donc la lucidité, en plus cité, bon, ça a un rapport avec Dieu. Mais, soit dit en passant, symboliquement, la lucidité, c'est la lumière, c'est mettre en lumière, c'est-à-dire quelque chose qui était obscur, qui était sombre, qui était du brouillard, on ne voyait pas très bien, on voyait pas très bien ce que c'était, paf, on met la lumière, tac, ça saute aux yeux. C'est le personnage de l'ermite, par exemple, dans le tarot de Marseille, etc. C'est très difficile. D'ailleurs, je vous précise que Lucifer aussi, dans Lucifer, il y a le porteur de lumière, celui qui va mettre la lumière là où ça fait mal, là où il y a du fer. Je rigole, je fais un peu d'humour. Mais donc, du coup, euh, la lucidité, c'est douloureux parce qu'on peut plus se mentir à soi-même. On peut plus se bercer d'illusions. Et si on peut plus se bercer d'illusions, tous les mécanismes de survie qu'on a mis en place pour supporter une situation qui n'est pas supportable, ça s'effondre et ça nous oblige à sortir du plus profond de nous-mêmes, toutes nos ressources, pour survivre autrement en fait, pour survivre peut-être en étant plus soi-même, peut-être en étant, en tout cas, on n'a pas le choix, il faut survivre, ou alors on se suicide, c'est possible aussi, et il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui se suicident, hein. Donc, quand on parle de santé mentale, on parle aussi de ça, on parle d'une souffrance qui est tellement atroce que on finit par se suicider, parce que le suicide, c'est pas j'aime pas la vie. Le suicide, c'est ma vie est trop douloureuse, j'ai trop de souffrance, je ne vois pas d'issue possible, je ne vois pas de possibilité d'arriver à sortir de cette souffrance, donc je décide de mettre fin à cette souffrance en mettant fin à ma vie. Je parle de choses, c'est sympa. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Je réfléchis, est-ce que j'ai oublié quelque chose que je vais vous dire par rapport à ça? Alors, dans les milieux spirituels, on va dire ésotériques spirituels, il y a beaucoup de choses qui sont aussi dites et répétées, qu'on se répète les uns les autres, qui donnent, je dirais, qui sont un assouplissant à la vie. Parce que ça donne du sens d'un seul coup, alors ça vaut la peine de vivre ces choses-là, puisque, donc ce que je voulais vous dire, c'est ce qu'on dit souvent,
Ce qui nous arrive dans la vie, on l'a choisi, c'est un contrat d'âme. On est venu sur Terre pour vivre ces épreuves-là, pour nous permettre d'évoluer, pour changer de niveau de conscience. On va se réincarner et chaque incarnation nous amène à, comme ça, alors du coup c'est la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Donc, conclusion de ce type de discours, ce que nous vivons, nous avons à le vivre, nous l'avons choisi avant, on a signé un contrat, on va pas s'en plaindre quand même, voyons, c'est positif. Alors, je trouve que c'est intéressant. Je dis pas que c'est à jeter à la poubelle du tout, du tout, du tout, parce que c'est très aidant. Hein. Si d'un seul coup demain on se dit, ok, j'ai vécu des choses atroces, des choses vraiment qui sont vraiment traumatisantes, mais ces choses m'ont permis de comprendre que j'étais digne d'être aimée ou m'ont permis m'ont obligé à sortir d'une situation d'infantilisation, m'ont obligé à connaître mes ressources intérieures. En fait, ces traumatismes, ces difficultés, ces violences vécues m'ont permis d'évoluer positivement. Bah, tant mieux. C'est plutôt positif et sain. Le problème, c'est que si comment dire, il y a deux problèmes. Un problème, c'est d'abord, c'est une croyance. Donc déjà, pas tout le monde a cette croyance. Donc bon, voilà. L'autre chose, c'est que ça voudrait dire qu'on ne remet pas en question du coup la violence du monde, la violence systémique, la violence de la société, la violence de genre par exemple, ou la violence de l'adulte sur l'enfant, ou la violence du médecin sur l'aide-soignante, ou la violence de la personne qui travaille en EHPAD sur la personne âgée. Parce que qu'est-ce qu'on remarque dans notre société? On remarque que la plupart il y a un facteur de risque, d'accord? Un facteur de risque qui fait que la probabilité de vivre des violences est beaucoup plus grande que pour d'autres personnes de la même société à la même époque sur le même territoire. Et bien, ces facteurs de risque, ça va être les gens qui sont dans des situations inférieures. Donc, les enfants, hein, qui sont dominés par les adultes, les femmes, qui sont dominées par les hommes, même si ça a évolué, c'est pas encore vraiment ça. Les personnes âgées, donc c'est vraiment les deux extrêmes de la vie, c'est là où les personnes peuvent le moins se défendre, et également les personnes en situation de handicap. Donc voilà, ces gens-là, enfin ces catégories-là ont plus de probabilité de vivre des dominations, des violences ou du contrôle dans leur vie. Euh, pour autant, voilà, c'est structurel à notre société. C'est la façon dont on co-fonctionne entre nous. Et ça, on peut le remettre en question, on peut le changer, on peut améliorer les conditions de vie de ces catégories-là en prenant conscience collectivement de ces violences et en luttant contre ces violences. Mais si on a un discours du type ah, ce qui nous arrive, c'est normal, c'est écrit avant, on l'a bien voulu, on l'a bien voulu, Dieu le veut, Inch'Allah, donc on va pas remettre en question rien du tout et on va pas se battre parce que c'est bien en fait. Donc c'est là où je trouve que il y a moyen de mettre beaucoup plus de nuances, de mettre de la nuance là-dedans, de mettre de la nuance. Voilà. Ça, c'était un aspect. Après, il y a un autre aspect, c'est, bon, ça, je vous ai déjà dit, vous savez qu'on dit souvent que dans la relation, on est deux. Ça, c'est une phrase. Oui, c'est complètement con. Bon, personnellement, je trouve ça complètement con. Parce que ça sous-entend derrière que du coup, les responsabilités, elles sont partagées, moitié-moitié. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a jamais personne qui agresse personne et plus que. Enfin voilà, si ça veut dire que si la personne, elle vit une agression, bah, en fait, c'est un peu sa faute aussi, en fait. Hein. Parce qu'elle a laissé faire, parce elle était habillée comme ci, parce que pourquoi elle est allée dans sa chambre, parce que ceci, parce que cela. Et. Ça, c'est tout le problème et ça, c'est tout le discours anti-victimaire que l'on entend. Ça fait partie des choses qu'on nous met dans la tête et qu'on croit tous. Et tant qu'on ne se libère pas de ces choses-là, on ne peut pas se libérer collectivement de ces problématiques. Euh, D'une certaine manière, en ayant un discours anti-victimaire, on cautionne la violence. Et d'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, la société demande toujours des comptes aux victimes. Les victimes sont toujours responsables. Il y a une responsabilisation des victimes de ce qui leur arrive, alors qu'il y a presque, je trouve personnellement, très peu de responsabilisation des agresseurs. Euh, Ça ne serait-ce que déjà le fait que la justice ait tellement de mal à condamner les violences sexuelles et sexistes faites aux adultes, mais encore pire faites aux enfants.
Parce que bien sûr, les enfants, ils sont encore moins crédibles. Puis on veut pas, les enfants, on veut pas les entendre, on veut pas les voir. Ils sont soi-disant manipulés par les mères, qui sont vengeresse, vénale, hystérique, et que non, 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 l'inceste, ça n'existe pas, ou très peu, c'est très rare, c'est très tabou, alors non, non, non. Et puis la pédocriminalité, c'est du trou, c'est le loup dans le bois, c'est pas le collègue de paddle, le patron, le boulanger du coin, le grand-père, le cousin, le tonton, la tata. Non, ben non, voyons. C'est pas comme si on était un des pays d'Europe qui télécharge le plus de contenu pédocriminel, même au monde. Pas du tout, que nenni. Donc voilà, donc c'est quelque chose que je voulais dire, c'est que il est temps que la société, elle arrête qu'elle change le prisme en fait, qu'elle change. Et d'ailleurs, je trouve qu'on devrait arrêter de dire il est présumé innocent, on devrait dire il est présumé coupable. C'est la même chose en vrai. Présumé innocent, présumé coupable, c'est la même chose. Dans les deux cas, ils sont présumés. Sauf que dans un cas, on entend innocent et dans l'autre, on entend coupable. Et ça change la perspective. C'est comme les deux faces d'une même médaille. Et moi, j'aimerais maintenant qu'on prenne tous l'habitude de dire il est présumé coupable. On n'a pas prouvé qu'il était coupable, mais on pense qu'il l'est. Et maintenant, c'est à lui de montrer qu'il n'est pas coupable. Ça, c'est un véritable renversement de perspective qu'on devrait tous avoir. On devrait tous changer notre façon d'utiliser le vocabulaire. On devrait tous s'instruire. On devrait tous s'interroger sur ce dans quoi on a grandi, sur les pensées qu'on nous a mis dans la tête. Est-ce que ça, je le pense vraiment? Est-ce que ça, pas une pensée un peu binaire, un petit peu trop facile, un petit peu prêt à l'emploi? Au fond, finalement, qu'est-ce que moi je pense vraiment? Qu'est-ce que j'observe autour de moi? Est-ce que j'ai posé la question? Par exemple, j'invite tous les hommes qui regarderaient cette vidéo, euh, qui, euh, qui peuvent aussi être victimes hein, d'ailleurs, mais à interroger, tiens, leurs femmes, leurs sœurs, leur mère, leurs cousines sur les violences. Est-ce qu'elles ont été est-ce qu'elles ont vécu des violences sexuelles? C'est difficile, hein? On n'a pas trop envie, on a peur de la réponse, hein. On n'a pas envie d'entendre la vérité parce que c'est douloureux la vérité. C'est douloureux de il y a des paroles qui dérangent, il y a des paroles qui mettent mal à l'aise, il y a des paroles qu'on n'a pas envie d'entendre, tout simplement. Voilà, donc je vous ai parlé à peu près de tout. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'était le triangle de Karpman, que beaucoup de gens connaissent maintenant, parce que beaucoup de gens en ont parlé. Euh, Au début, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a pas, ça m'a super intéressée. Je me suis dit, ah, c'est intéressant et tout, parce que je comprenais qu'il y avait un rôle de sauveur, un rôle de victime, un rôle de bourreau, et qu'on pouvait changer comme ça dans une dynamique de relation conflictuelle, etc., etc. Je trouve que c'est intéressant. Ça permet de, c'est facile en plus d'accès intellectuellement, quoi. Il faut pas lire trois livres de 5000 pages pour comprendre ce qui, le contenu. Donc, c'est un outil intéressant, sauf que c'est un outil intéressant, mais pas tout le temps, dans tous les cas. Encore une fois, je le répète et je le répéterai souvent, c'est un outil intéressant dans les cas de conflit. Dans les cas de conflit. Quand on parle de violence, on ne parle pas de conflit, on parle de violence, et dans les cas de violence, il y a un bourreau qui est un vrai bourreau, 100% bourreau, une victime qui est une vraie victime, 100% victime. C'est ça que j'aimerais bien vous faire entendre. Il existe plein de situations où un bourreau est 100% bourreau, un agresseur est 100% agresseur et une victime est 100% victime, 100%. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça veut pas dire, et ça c'est très très difficile, que l'agresseur est tout le temps un agresseur. C'est ce qu'on appelle soi-disant les monstres. Ils sont tout le temps méchants, tout le temps mauvais, tout le temps dangereux, tout le temps toxiques. Non, c'est ça qui est terrible. C'est que les agresseurs, à un moment donné, ils s'agressent et pouf, ils sont merveilleux. C'est le super pote, c'est le voisin qui vient t'aider. Et ça, c'est terrible parce que, même pour la victime, c'est terrible parce que la victime, surtout dans le cas des violences conjugales, il y a eu des moments où il y a eu des complicités, il y a eu des moments où il y a eu des rires ensemble, il y a eu des moments où on a dansé ensemble, il y a eu des moments où on était heureux au restaurant ensemble, il y a des moments de joie de plus en plus rares dans la durée, bien entendu, puisque tous ceux qui connaissent le cycle des violences conjugales savent que le love bombing, tac, 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 au fur et à mesure des années, il se réduit comme peau de chagrin, si bien qu'on reste en couple, mais qu'on a l'impression d'être très célibataire, hein.
On est en couple, mais on a l'impression d'être foncièrement très très seul, hein. Une grande solitude intérieure et une grande souffrance non conscientisée. Donc ce triangle de Karman, attention, à prendre avec des pincettes, à regarder, mais à pas forcément plaquer systématiquement sur toutes les situations. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je rappelle que les pouces sont bienvenus, les commentaires sont bienvenus. Euh, je serais contente de savoir qu'est-ce que vous pensez un peu de tout ça vous-même, comment vous vivez les choses, ou comment vous les avez vécues, ou quel chemin vous avez traversé pour changer votre perception des faits. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. À très bientôt.